Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, le rendez-vous politique de France 3 Bretagne chaque samedi à 11h30. Bonjour Robin. Bonjour Fabrice. Notre invité aujourd'hui a 48 ans, c'est l'homme qui monte à l'UMP dans le Morbihan. Il est maire de Carnac depuis 5 ans, député de la circonscription d'Auray depuis 2 ans. Il est aussi à la tête de la fédération UMP du Morbihan et membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Michel Graal est aujourd'hui notre invité dans La Voix est libre. Bonjour. Bienvenue sur France 3 Bretagne. Question rituelle en ouverture de cette émission. Quel est votre coup de cœur ou votre coup de gueule en fonction de l'actualité de la semaine ? Bien écoutez, aujourd'hui ce ne sera ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, ce sera un coup de chapeau. Un coup de chapeau aux forces de police et de gendarmerie qui ont interpellé en début de semaine 2 présumés terroristes de l'ETA, donc le mouvement terroriste basque à Carnac, donc chez vous, sur notre commune, dans notre commune. Vous saviez qu'ils séjournaient depuis plusieurs jours dans le Morbihan ? Nous ne savions absolument pas qu'ils séjournaient ni dans le Morbihan ni à Carnac. Mais coup de chapeau effectivement, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut le rappeler, ce sont des gens qui appartiennent à une organisation terroriste qui depuis 40 ans a fait en Espagne 800 victimes, dont 400 civils. Ça, ils étaient armés là quand ils ont été arrêtés. Ils étaient armés, effectivement. Ça aurait pu mal se passer, non ? Ça aurait pu mal se passer, donc justement coup de chapeau aux forces de sécurité encore une fois, qui ont mené cette opération avec calme et on va dire dans le plus grand sang-froid. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'arrestation. On se souvient aussi de la saisie d'explosifs à Plévin, dans les Côtes-d'Armor, c'était en 99. On va passer tout de suite aux questions d'actualité, Robin, et on commence par l'affaire de la semaine, évidemment. L'affaire Jean Sarkozy. Oui, le fils de l'État a finalement reculé, on peut le dire. Il ne se représentera pas donc à la présidence de l'EHPAD, de cette structure qui gère le parc immobilier de la Défense, qui brasse des millions d'euros. Alors, il a fait machine arrière pour certains, et pour vous, c'est quoi ? C'est une reculade ou une preuve de maturité ? Eh bien, je l'ai écouté sur France 2 jeudi soir, et j'ai écouté quelqu'un qui, à mon avis, a pris une décision sage. C'est quelqu'un qui a pris une décision réfléchie, c'est quelqu'un qui a pris une décision courageuse, et j'ai trouvé que, malgré son jeune âge, à 23 ans, qu'on lui a largement reproché, eh bien, il a fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Donc, je tiens véritablement aujourd'hui, une nouvelle fois, à saluer sa décision et le courage de cette décision. Il a dénoncé jeudi soir une campagne de manipulation et de désinformation. C'est fort, vous êtes d'accord avec lui ? Disons que sa décision met fin à une période effectivement où il a subi beaucoup d'attaques personnelles, où son père a été mis en cause, le président de la République. Il a pris ses décisions. Souhaitons maintenant qu'on puisse tourner la page et que, élu néanmoins au conseil d'administration de l'EHPAD, eh bien, il puisse mettre à profit les années qui viennent pour démontrer sa compétence. Est-ce que c'était sage, à 23 ans, de briguer la présidence de l'EHPAD ? Il a souhaité le faire, il a été élu, il a d'abord été élu au Conseil général des Hauts-de-Seine, il a ensuite été élu par ses pairs au Conseil d'administration de l'EHPAD. Est-ce que c'était sage ? Ça, c'est à lui qu'il faut poser cette question. On n'a pas beaucoup d'expérience à 23 ans. On n'a pas beaucoup d'expérience, c'est vrai. Donc c'est une bonne décision qui soit retirée. Une décision sage et réfléchie. Autre question d'actualité avec la réforme territoriale, la création de pôles métropolitains, mais aussi des conseillers territoriaux qui siégeraient au niveau régional et au niveau départemental, avec une diminution des élus, 50% d'élus en moins. En quoi cette réforme est-elle un progrès et à quoi va-t-elle servir concrètement pour tous ceux qui nous regardent ? Alors, concrètement, pour tous ceux qui nous regardent, elle va servir à simplifier le millefeuille administratif que vit aujourd'hui la République française. Vous savez, on a beaucoup d'échelons. Nous avons les communes, les communautés de communes, des syndicats, syndicats où appartiennent ces communes, des pays, des départements, des régions. Eh bien, l'objectif de la réforme, c'est quoi ? C'est très simple. C'est de mettre fin à ce millefeuille administratif pour améliorer l'efficacité de la dépense publique en France. Est-ce que l'existence du département est remise en cause pour vous ? L'existence du département n'est absolument pas remise en cause dans la réforme. La réforme va s'articuler autour de 2 pôles. D'un côté, un pôle communauté de communes, de l'autre côté, un pôle département-région. Donc il y aura des conseillers territoriaux qui seront élus sur la base de cantons, donc avec un vrai ancrage territorial, et qui siégeront à la fois dans les départements, dans les conseils généraux et dans les conseils régionaux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des arrière-pensées un peu politiques derrière tout cela ? On va diminuer le nombre de collectivités locales qui sont majoritairement à gauche aujourd'hui.
on ne va pas forcément diminuer le nombre de collectivités. Les collectivités pourront rester dans les mêmes périmètres qu'aujourd'hui. C'est effectivement le nombre d'élus qui va diminuer. Et je rappelle simplement que ce qui est prévu dans le cadre de la réforme, c'est que 80% de ces élus soient des élus, si je puis dire, élus au scrutin uninominal sur leur propre nom, mais il y aura également 20% d'élus à la proportionnelle, ce qui veut dire également, ce qui est important, arriver dans les exécutifs départementaux et régionaux de mouvements qui ne sont pas actuellement représentés. Oui, mais justement, ce scrutin à un seul tour, ça va dans des partis, dans des pays où existe le bipartisme. C'est pas le cas en France. Il y a beaucoup le jeu des majorités plurielles, des alliances. Là, c'est l'UMP qui va être vraiment avantagé, là. Il est possible que l'UMP soit avantagé si l'UMP a de bons résultats. Aujourd'hui, ça sera une élection dans les années qui viennent, donc rien n'est terminé. Mais encore une fois, ce phénomène sera lissé par le phénomène de la proportionnelle. Donc je crois que c'est une réforme juste et efficace. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une réforme politique, il s'agit d'une réforme qui a vocation à améliorer l'efficacité de la dépense publique en France. La réforme fiscale, avec d'abord la suppression de la taxe professionnelle qui inquiète beaucoup les élus locaux, y compris à l'UMP, ça grogne dans les rangs. Vous aussi, vous grognez ? Moi, je ne grogne pas. Vous connaissez la taxe professionnelle. Le système de la taxe professionnelle, c'est une taxe, c'est un impôt qui n'existe pas dans les autres pays européens. C'est un impôt qui pèse sur quoi ? Il pèse sur l'investissement productif fait par les entreprises en France. Donc plus vous investissez, plus vous êtes amené à payer de taxes professionnelles. Donc c'est un impôt, à mon avis, qui n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Alors pourquoi ça grogne ? Certains grognent parce qu'ils souhaitent absolument maintenir un lien fort entre la perception de cette taxe et leur propre collectivité, notamment les communes. Je suis également en faveur de ce lien entre l'activité économique locale d'un côté et la commune que vous gérez. La taxe professionnelle serait remplacée par la contribution économique territoriale. Voilà, exactement. C'est ce qui est prévu via justement la contribution économique territoriale. Qui s'appuierait sur la valeur ajoutée. Est-ce que c'est pas un peu un cercle vicieux aussi, valeur ajoutée, on va taxer les salaires et on va donc favoriser aussi, d'une certaine manière, les délocalisations. Alors, vous savez, hier, il y avait donc des sessions qui se poursuivaient à l'Assemblée dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances 2010. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement défini. Taxe sur la valeur ajoutée, on a parlé également d'assiette fiscale portant sur la valeur locative. On est en plein débat là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est quoi ? Deux éléments. Mettre fin à cet impôt qui pèse, encore une fois, sur l'investissement productif. Donc ça veut dire plus d'investissement en France, plus d'emplois. Et deuxièmement, maintenir effectivement le lien via cette contribution, Robin Durand, que vous venez d'évoquer, entre d'une part l'activité économique locale et les communes. La réforme fiscale encore, avec une question, Michel Graal, qui a dit il faut supprimer le bouclier fiscal et l'ISF. Beaucoup de gens l'ont dit. Je ne pourrais pas vous dire qui a dit ça. Ancien ministre de l'économie, il trouve qu'en période de crise et alors que les déficits se creusent, les efforts doivent être partagés par tous. Il propose de remplacer l'ISF par une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, autour de 45%. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. S'il y a une évolution à faire en matière de fiscalité, je ne suis pas pour la suppression du bouclier fiscal, je ne suis pas pour la suppression de l'ISF, je ne suis pas pour l'évolution du bouclier fiscal. Je serai en revanche en faveur d'une taxe sur l'activité des banques. Alors, je vais essayer de résumer ça de manière très simple. Les banques, en fait, ont deux types d'activités. Ce qu'on appelle les activités pour compte de tiers. Donc, elles prêtent de l'argent aux ménages, aux entreprises, et elles reçoivent des dépôts. Ok, activité pour compte de tiers. De l'autre côté, activité pour compte propre. C'est-à-dire qu'avec de l'argent qu'elles ont, ou qu'on leur a donné, eh bien, ces banques jouent sur les marchés. Et quelque part, ce phénomène génère en bonne période, en période positive, des résultats énormes. Nous venons de voir les résultats des banques, mais génère en période moins positive des déficits abyssaux. Ça a été, ce phénomène est en partie... Aujourd'hui, la dette publique est abyssale, 140 millions d'euros. Alors comment... Je poursuis juste, pardon. Mais ce phénomène est en partie à l'origine de la crise. Donc ce que je propose, c'est qu'il y ait une taxation sur les résultats liés aux activités qu'on appelle pour compte propre. Ça, c'est quelque chose d'important à mon sens.